Franchement, on espère ne plus lire ça en 2025. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vais tout simplement classer tous les livres que j'ai lus pendant cette année. Enfin, tous les livres, pas vraiment puisque j'ai enlevé sciemment tous les livres que j'ai lus pour mon mémoire de théorie, critique littéraire, histoire littéraire, etc. C'est pas forcément le plus fun et je pense que c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus non plus. Et je n'exclus pas également que j'ai oublié quelques-uns des livres que j'ai lus cette année, puisque la liste que j'ai faite c'est uniquement de ma tête. J'ai pas de carnet de lecture. J'ai une application pour répertorier tous les livres que j'ai, c'est Glyph, je sais pas si vous connaissez, bref. Mais je suis pas très à jour entre les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque, je les ai pas forcément scannés, les livres que j'ai empruntés à mes potes, je les ai pas scannés non plus. Donc on va faire confiance à ma mémoire. J'ai dressé la liste et j'en suis arrivée, si ça vous intéresse, à 30 livres. J'ai pris un concept extrêmement novateur puisqu'il s'agit de celui de la tier list. J'ai tout simplement 5 catégories différentes dans lesquelles je vais classer mes lectures. Rien de très compliqué. Pour la catégorie tout au-dessus, mes meilleures lectures de l'année, j'ai décidé de nommer la catégorie le parfum sur 20. Pour des raisons évidentes. Même si bon, est-ce que j'ai vraiment fait une lecture cette année qui se tape avec le parfum? Peut-être une. Vous verrez. Ensuite, on a la catégorie j'ai kiffé. Je pense que j'ai pas besoin de trop épiloguer là-dessus. C'est les livres que j'ai kiffé. La catégorie c'est ok. Là, c'est réellement le ventre mou. C'était chouette. C'était pas mémorable. C'était pas horrible. C'était ok. On a une catégorie que j'aime beaucoup, c'est pas sûr de ceci. C'est littéralement la catégorie où je vais mettre les livres où objectivement ils étaient pas ouf, mais j'ai quand même envie de les sauver des limbes parce que je considère qu'ils sont quand même meilleurs que ceux qui sont dans les bas-fonds qui étaient vraiment très mauvais. En parlant de bas-fonds, on arrive à la dernière catégorie qui est à foutre 20 000 lieues sous les mers. Référence évidemment à l'œuvre iconique de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, œuvre que j'adore et qui ne serait certainement pas dans cette catégorie, mais bon, vous avez compris, c'est les livres qu'on a envie de prendre, et même au-delà de les foutre à la poubelle, on a envie de les mettre là où plus personne ne pourra jamais les chercher. Parce que cette année, alors il n'y en a pas eu beaucoup, mais j'ai eu quelques livres qui étaient honnêtement d'une nullité abyssale. J'ai trié mes lectures non pas par catégorie mais dans l'ordre à peu près chronologique où je les ai lus. On commence sans plus tarder avec ma première lecture de l'année, puisqu'il me semble l'avoir lu le 1er janvier 2024. Il s'agit de L'effet boule de neige de Clara Hérault, et celui-là va aller dans la catégorie j'ai kiffé. C'était une romance de Noël, et vous allez voir, il y en aura une autre à la fin de la vidéo qui n'aura pas le même traitement. Vraiment. Mais celle-ci, je l'ai trouvée assez mignonne, très bien écrite. Je suis pas une giga fan de romance, donc il fallait prêcher une pas convaincue. C'était le premier Clara Hérault que je lisais et franchement il m'a beaucoup plu. Ça n'a pas été le coup de cœur de l'année, mais une très bonne surprise. On passe maintenant à un livre que j'ai lu pour les cours. Il me semble que c'était dans mon cours de littérature francophone du 20e et 21e siècle. Je vous en ai déjà fait une vidéo. Il s'agit du Ventre de l'Atlantique de Fatou Diome. Celui-ci, je vais le mettre dans... Super, je sais pas. Celui-ci, j'hésite entre le c'est ok et le j'ai kiffé parce que je l'ai trouvé hyper intéressant à analyser dans le sens où il aborde des thématiques hyper touchantes, hyper intéressantes comme le rapport à l'écriture. C'est d'ailleurs sur cette thématique que je vous ai fait la vidéo, mais aussi l'immigration, l'identité, etc. Après, au niveau narration, il y a certains moments où on s'ennuyait quand même. Donc je dirais que je vais le mettre dans c'est ok pour le plaisir de lecture. Après, c'est une œuvre qui est extrêmement intéressante à analyser. Donc, si vous avez l'âme d'un littéraire ou que vous êtes en études de lettres, je vous conseille de le lire pour ça et pas forcément pour l'histoire qui est, on va pas se le cacher, un petit peu basique. En troisième, j'ai lu La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, qui est le dernier tome de la saga Hunger Games, que tout le monde connaît je pense. J'ai fait un truc que je ne fais jamais, c'est-à-dire regarder le film
que j'ai regardé fin 2023 au ciné. Et après lire le livre. Mais ça m'a pas du tout gâché mon plaisir et franchement j'adore cette histoire. J'étais un peu frileuse quand j'ai vu qu'ils allaient sortir un spin-off, mais au final ça marche hyper bien. L'histoire de Snow est hyper intéressante, Lucy Gray est un personnage que j'adore. Et ça n'a fait que relancer ma hype pour le prochain tome qui va sortir d'ailleurs au mois de mars. C'est littéralement la sortie 2025 que j'attends. Non pas le plus, parce qu'en fait c'est la seule que j'attends. Et j'ai tellement hâte de voir ce qu'ils vont faire de cet univers-là. Hunger Games, c'est une saga qui a vraiment bercé mon adolescence. Ça fait partie de ces grandes sagas qui m'ont forgé, si je puis dire. Les films exactement pareil. Et je ne pouvais pas mettre ce roman autre part que dans Le Parfum sur 20, parce que je l'ai vraiment adoré. Ça fait partie de mes meilleures lectures de cette année 2024. Et j'espère que le nouveau Sunrise on the Weeping, donc... C'était quoi de nouveau? Lever de soleil sur la moisson? Un truc comme ça? Aube sur la moisson? Je sais plus. Bref, j'espère que ce livre-là me décevra pas et que ça fera partie de mes meilleures lectures de l'année. J'en attends beaucoup, beaucoup, beaucoup. La Nuit des Temps de Barjavel à présent. C'est une lecture que j'aurais pu placer dans Le Parfum sur 20 s'il n'y avait que les 100 premières pages et les 100 dernières. Littéralement, le roman fait 400 pages et les 200 pages du milieu sont d'un ennui mortel. Mais la première partie et la dernière partie est absolument incroyable. C'est un ouvrage de science-fiction extrêmement classique. On va suivre des scientifiques qui vont faire une expédition en Antarctique et qui vont découvrir un homme et une femme d'une civilisation extrêmement reculée. Donc le début et la fin, c'est ça, c'est l'expédition, c'est la découverte, bla bla bla, hyper intéressant. Le milieu, c'est les souvenirs et l'histoire, la vie d'un des deux personnages de la civilisation perdue. On va suivre son histoire d'amour, toute sa vie, on va suivre aussi comment est-ce qu'elle s'est retrouvée dans cette espèce d'œuf envoyé dans le futur, enfin bref. C'était vraiment pas hyper intéressant. Je trouve que ça ajoute au final pas grand chose. J'aurais aimé que ces pages-là soient vraiment condensées. Oui, effectivement, on a besoin d'avoir quelques clés pour comprendre ce personnage dans le présent, mais franchement pas autant. Et moi ça m'a plutôt saoulée et je trouve que ça gâche vraiment l'œuvre, le message et les thèmes qui sont abordés qui sont extrêmement intéressants, importants, bref, c'est ce que je dis tout le temps. Et du coup ça fait littéralement dégringoler La Nuit des Temps en c'est ok. En vrai je suis assez triste parce que le début m'avait extrêmement plu et que je trouve que la fin est aussi très bonne. La partie du milieu a vraiment tout gâché. La 5e et la 6e lecture, je l'ai faite aussi dans le cadre d'un cours sur les correspondances où j'ai décidé de faire une recherche sur la correspondance entre Edmond Rostand, qui est l'auteur de Cyrano de Bergerac, ma pièce préférée de tous les temps, avec sa femme Rosemonde Girard qui était aussi une écrivaine. 5e lecture, donc Lettre à sa fiancée d'Edmond Rostand. C'est la première fois que je lisais des correspondances et j'ai trouvé que c'était absolument passionnant. J'avais l'impression d'être une petite souris à lire des choses que je n'aurais jamais dû lire. C'est une sensation qui est un peu étrange. Surtout que les lettres ont été écrites avant le succès de Cyrano de Bergerac, où littéralement Edmond Rostand est un gros loser qui ne fait que douter de lui, qui écrit flop sur flop. Et c'est vraiment particulier de le voir très sensible, très humain au final. On voit aussi à quel point sa femme, au-delà d'être sa muse, a été hyper centrale dans la création d'Edmond Rostand, que ce soit par son inspiration, mais aussi parce qu'elle l'a pas mal écrit. Au final, pour son mari, ils aimaient s'échanger notamment des poèmes. Et ils se sont un peu servis des créations de l'autre pour les intégrer dans les leurs. Franchement, j'ai kiffé. Ça m'a permis d'en apprendre beaucoup plus sur Edmond Rostand que je connaissais déjà assez bien. Et ça m'a surtout donné envie de lire des œuvres de Rosemonde Girard. J'ai donc lu L'Arc-en-Ciel, que j'ai absolument adoré, et qui là pour le coup n'est pas j'ai kiffé, mais qui est Le Parfum sur 20. Ça fait partie de mes meilleures lectures de l'année 2024, mais aussi de mes meilleures lectures de poésie de toute ma vie, vraiment maintenant. Rosemonde Girard, Apollinaire, vous pouvez vous serrer la main, je vous adore. Je trouve qu'elle a écrit des poèmes tellement iconiques dans ce recueil, notamment des poèmes où elle met des énormes chasses à Edmond Rostand. Puisque pour le coup ce recueil a été écrit bien après le succès de Cyrano de Bergerac, et il a même été publié une fois que Rostand était mort. Ils ont quelques différents dans leur vie de couple, ils se sont d'ailleurs séparés et vraiment elle y va pas de main morte, elle lui écrit autant des poèmes d'amour que des poèmes où elle le clash, et le clash poétique on adore. Il y a tout un travail qui est fait sur
les formes, la forme poétique, la forme théâtre, tout un travail qui est fait sur les plantes, la signification des fleurs, etc. J'ai tellement envie de vous faire une vidéo sur l'arc-en-ciel parce que c'est absolument trop cool. Est-ce que je m'engagerai pas en 2025 à vous sortir cette vidéo parce que j'ai beaucoup de notes, beaucoup de choses à dire. Écoutez là, je crois que je suis en train de poser ma première résolution de l'année. Attraper ma veste fin 2025 si je l'ai pas faite. On continue avec un autre classique, un classique de Tolstoï. Et c'est la première fois de toute ma vie que je lisais de la littérature russe. J'ai lu Bonheur conjugal et j'ai absolument adoré. C'est une nouvelle, il me semble, ou un roman assez court, qui aborde évidemment la thématique du couple, comme son nom l'indique, et c'était hyper intéressant. Déjà, les descriptions étaient absolument magnifiques. Je veux dire, comment est-ce que tu peux décrire un buisson avec une telle poésie? Il n'y a que Tolstoï qui peut faire ça, à mon avis. Vraiment, il a failli me faire chialer avec une description de buisson. Et d'ailleurs, il m'a fait chialer à la fin, pas pour le buisson, mais pour son histoire qui est absolument horrible, frustrante, au taquet. On va suivre un couple de ses débuts ensemble, à leur mariage, puis à l'arrivée de leur premier enfant, etc. et à la routine qui va s'installer entre les deux. Et c'est criant de vérité, c'est frustrant. On a envie de se mettre giga en colère parce qu'en fait, ça montre aussi l'emprise qu'ont les hommes et la société sur la femme. Bon là c'est en Russie au 19e siècle, mais sur la femme tout court, j'ai envie de dire. Et ça rend ouf. Ça nous met face à des situations qui sont complètement injustes. Et c'est déchirant en fait, tout simplement. J'ai adoré. Et si je reprends ma catégorie, j'ai kiffé Tolstoï. J'ai hâte d'en lire plus de lui et de lire surtout plus de littérature russe. Il y a une poésie et il y a une sensibilité qui est tout autre. Et j'ai adoré découvrir ça. On passe à un énorme flop. Hooked de... Vous voyez, je sais même plus l'auteur. L'autrice, pardon. Emily McIntyre, voilà. Hooked, qui était ma première dark romance de toute ma vie. Et j'en ai fait d'ailleurs aussi une vidéo update lecture où j'ai littéralement descendu ce livre. Donc je ne vais pas y repasser 1000 ans. Ça a été un énorme flop. J'ai trouvé ça mal écrit, mal scénarisé, mal, nul, abyssal, vraiment. C'est dents à foutre 20 000 dessous les mers, j'ai même plus envie d'en parler. Ça n'apportait rien. Et franchement, on espère ne plus lire ça en 2025. Nos plus belles années de Clara Hérault. Donc après l'effet boule de neige, j'ai lu Nos plus belles années cet été. Il me semble, très bonne lecture. Un livre qui porte des messages extrêmement importants, qui décrit hyper bien, pour le coup, la vie étudiante. C'est le premier livre où vraiment j'y ai cru, dans le sens où j'ai lu beaucoup de livres qui se passent à l'université, etc. Et je trouve que c'est pas crédible pour un sou. Là, vraiment, la plupart des situations que j'y ai lues, même les personnages, etc., j'ai pu raccrocher ça à des souvenirs de ma fac à moi, de mon parcours à moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien malgré tout, même si les thématiques sont hyper lourdes. On parle quand même de violence et d'agression sexuelle, ce qui est, on va pas se mentir, une thématique ultra choquante, mais dont on a besoin et dont il faut parler. Je pense que c'est vraiment un livre qu'il faut mettre dans les mains de toute personne qui va aller à l'université ou qui va entrer dans les études supérieures. Donc voilà, j'ai kiffé. Pas dans le sens où j'ai kiffé la thématique, mais j'ai bien aimé qu'elle soit mise en avant, en tout cas. Voilà. La vie est un roman de Guillaume Musso. J'ai plus beaucoup, j'avoue, de souvenirs de ce livre. J'ai dû re-regarder la vidéo où je vous donnais mon avis dessus, parce que je m'en souvenais tout simplement plus. Ceci étant dit, c'était le deuxième Musso que je lisais. J'en ai lu un, c'était Seras-tu là, il y a 2, 3, 4 ans, il me semble. Ça apporte quelques réflexions intéressantes sur la littérature. Et j'avoue que je l'ai plus lu dans ce sens-là plutôt que pour l'enquête, qui m'a semblé un petit peu facile. Je crois que mon jugement est un petit peu plus dur avec lui maintenant qu'il l'a été quand j'ai tourné la vidéo juste après l'avoir fini. Je l'avais mis dans C'est ok. Et au final, est-ce que je le mettrais pas dans Pas sûr de ceci? Je sais pas. C'est pas comme si ça allait changer la face du monde, une catégorie ou l'autre. Écoutez, on va le mettre dans Pas sûr de ceci. Parce que comme dit, j'en ai pas un souvenir hyper marquant. Je me souviens qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont saoulée et que j'ai trouvé que c'était un peu une redite par rapport au précédent de Guillaume Musso. Et plusieurs personnes m'ont effectivement dit que Guillaume Musso, au bout d'un moment, ça tourne un petit peu en rond. Donc, pas sûr
de celui-là. On passe ensuite à Autobiographie de Christina Loren, que je mettrai aussi dans Pas sûr de ceci parce que déjà c'est une romance et je sais pas si je suis assez difficile en romance ou si c'est juste que je n'aime pas ça parce qu'il y a très peu de titres qui m'intéressent et que je trouve bons. En plus de ça, la crise des 80% était absolument pitoyable. C'était vraiment du drama pour faire du drama, ça m'a saoulée. En plus, l'histoire est quand même assez longue, pour au final pas grand chose. J'en garde pas un souvenir mémorable. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si je le conseillerais à quelqu'un, donc c'était pas un giga flop, mais pas sûr quoi. Lorelai de Maurice Genevoix, que j'ai lu à moitié pour mon plaisir personnel et à moitié pour mon mémoire. C'était bien. On suit l'histoire d'un Français juste avant la Première Guerre mondiale qui va partir avec sa fiancée en Allemagne et qui va rencontrer là-bas un homme de qui il va devenir très proche. Et on va avoir toute cette réflexion sur l'amitié franco-allemande, sur les relations qui se dégradent entre ces deux pays-là, sur la jeunesse aussi, le fait de perdre son innocence, mais ça reste quand même un ouvrage turbo intellectuel. Il y a des références à la culture et à la littérature allemande toutes les 3 secondes, sur des choses qui sont pas forcément nécessaires, qui me semblaient un petit peu être un étalage, plus que des éléments qui apportaient vraiment quelque chose à l'histoire. Malgré tout, on a des descriptions qui sont absolument magnifiques de l'Allemagne, du rocher de la Lorelai. Littéralement, le roman se clôture avec justement ce passage en bateau vers le rocher de la Lorelai. Ça a failli me faire chialer, mais c'est parce que je suis une grande nostalgique et une grande romantique. Donc je dirais c'est ok, dans le sens où j'ai bien aimé certains passages. Après, il y a aussi le fait que l'ouvrage soit écrit dans les années 80, ce qui fait que les thématiques que Maurice Genevoix a voulu aborder, notamment l'homosexualité, c'est ultra suggéré. Il n'y a rien d'assumé, c'est assez convenu. Je pense que c'est une œuvre qui peut intéresser les personnes qui sont familières et qui aiment beaucoup la culture et la littérature allemande. Si c'est pas le cas, franchement, passez votre chemin, c'est pas révolutionnaire. On passe maintenant au premier tome d'une saga d'urban fantasy que j'ai commencé complètement par hasard. Il s'agit de Éveil, qui est donc le premier tome de La Mélodie de l'eau, écrit par Amanda Hawking. C'est une traduction qui est pas ouf. Vraiment, il y a plein d'erreurs de traduction. Vous allez vous dire au secours sur quoi elle est tombée encore. Franchement, c'est pas très bien traduit. L'intrigue est pas ultra subtile. C'est vraiment l'histoire d'une fille qui va se transformer en sirène. Il va y avoir des dramas. Enfin bref, c'est une ado qui tient tête à son père et à sa sœur, qui va tomber amoureuse du voisin. Enfin bref, moi qui kiffe les sirènes et qui a beaucoup aimé pendant son adolescence les sagas d'urban fantasy, de fantasy où les meufs se retrouvent avec des pouvoirs magiques, etc. Au cœur de drama qui les dépasse complètement. Ça m'a réveillée cette partie de lectrice en moi et la vérité, j'ai kiffé. Je vous parlerai du tome 2 tout à l'heure parce que je l'ai lu aussi cette année. Mais tome 1, j'ai kiffé. C'était une bonne découverte. Uglies de Scott Westerfeld. À foutre, 20 000 lieues sous les mers. Pour la simple et bonne raison que j'ai absolument détesté ce livre. Là aussi, il y avait plein d'erreurs de traduction. J'ai été beaucoup moins indulgente parce que j'ai trouvé l'histoire chiante, vraiment. Incohérente, les personnages sont détestables, l'intrigue c'est un énorme gruyère, on comprend rien, et n'allez pas me dire que c'est parce que c'est une saga, ok, mais là même l'auteur il savait pas ce qu'il faisait. D'ailleurs j'ai regardé le film aussi, c'était peut-être un peu mieux, mais c'était pas incroyable. En plus, franchement c'est un livre que j'avais dans ma palle depuis des années et des années. Et c'est une des leçons que j'ai appris en 2024. Quand le livre ça fait 10 ans qu'il est dans ta bibliothèque et que tu l'as jamais lu, c'est peut-être pour une raison. On passe ensuite à la trilogie de bande dessinée Elle. Donc j'ai pas lu les 3 tomes à la suite, mais je vous les mets maintenant. Ça m'a permis de renouer avec le genre de la bande dessinée, un genre que je connais pas du tout et qui m'attirait pas forcément avant de lire cette trilogie. Écoutez, c'était une bonne surprise. Pas grand chose à dire de plus non plus, je vous ai fait une vidéo dessus où je vous raconte un petit peu l'histoire, où je vous montre quelques planches de dessin, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir aussi. À présent, on va parler de Désenchanté de Marie Vareille. C'est un livre que j'ai lu en septembre, début septembre il me semble, juste après l'été. Et ça a été globalement une assez bonne lecture. Malgré tout, j'avoue que j'ai été un petit peu déçue, voire même très déçue par la fin, qui m'a un petit peu coupé l'herbe sous le pied, et où je me suis dit, ah ouais, genre, tout ça pour ça. Et c'est une sensation qui est horrible en tant que lecteur, se dire au final, est-ce que ça va aller vraiment le coup de faire une histoire là-dessus? Pas sûr. Il y avait une bonne idée
de base. L'histoire d'une fille qui disparaît dans un village et qui a jamais été retrouvée. Et effectivement, la journaliste qui va mener l'enquête dans son village d'enfance pour résoudre cette dite disparition, qui va devoir renouer avec son passé, avec des personnes qu'elle a connues quand elle était plus jeune. On voit beaucoup de relations entre femmes, que ce soit relations de sororité, d'amitié, des relations familiales, etc. Et ça fait du bien, honnêtement, de voir des femmes qui se tirent pas dans les pattes dans les livres. Ça change. Il y avait une bonne vibe des années 90, il y avait notamment beaucoup de références à de la musique, des films, etc. Et c'était assez chouette au niveau immersion, mais la fin, c'est pas ce que j'attendais. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je vais mettre dans c'est ok, disons c'est ok plus. Voilà. Le mur invisible de Marlene Haushofer, conseillé par une de mes profs de fac, pour qui ce livre est vraiment une des merveilles du monde, c'est sûr. On part sur de la littérature autrichienne, de la littérature écoféministe. On va suivre cette femme qui va se retrouver coincée dans un alpage par un mur invisible et qui va devoir survivre tout simplement, faire sa vie en dehors de toute l'humanité, en dehors de tout ce qu'elle connaît, et qui va devoir communier avec la nature. Ça aborde des questions très intéressantes, c'est un livre qui est absolument incroyable à analyser. Après, c'est quand même un peu long, mais franchement ça a été un plaisir. Je l'ai un petit peu traîné ce livre, mais j'ai kiffé. On va enchaîner avec 2 romans de la même autrice. Il s'agit de Carol Five, donc on a Quelque chose à te dire et Tenir jusqu'à l'aube. Quelque chose à te dire, ça a été un énorme coup de cœur. Je suis tombée sur ce livre complètement par hasard. Et d'ailleurs l'histoire est folle, je vais vous la raconter. Je tombe sur ce roman en vide-grenier, c'est-à-dire que je ne connaissais pas le titre, je ne connaissais pas l'autrice, je n'en avais jamais entendu parler. Je suis tombée sur le livre, en plus c'était une couverture Gallimard absolument horrible, vraiment vous savez les couvertures blanches avec le titre en rouge, horrible, moche, qui donne pas du tout envie. Je sais pas pourquoi, je l'ai retourné parce que même le titre est pété au sol. Et d'ailleurs on va en reparler à la fin de cette anecdote. Je lis le résumé. C'était l'histoire d'une écrivaine ratée qui va rencontrer le mari de son autrice préférée mais qui est malheureusement décédée il y a plusieurs années. De là va naître une relation entre les deux. Je me dis, pourquoi pas? Et là pour le coup j'ai bien fait de me dire ça, puisque j'ai commencé ce livre en attendant absolument rien. Et c'était incroyable. Ce livre m'a mis une claque monumentale. Je l'ai conseillé à tout le monde. Et ensuite je me dis, il y a un truc avec cette autrice. J'aime comment elle écrit. J'aime la façon dont elle emmène ses personnages avec elle. Elle va loin, elle dénonce plein de trucs, mais de manière hyper subtile. Il faut absolument que je lise un autre livre d'elle pour voir si elle va transformer l'essai. J'ai lu Tenir jusqu'à l'aube. Je vais le mettre dans J'ai kiffé. Ça a été aussi une excellente lecture. Je trouve que c'est un livre qu'on devrait mettre dans les mains de beaucoup de personnes, puisqu'il décrit le quotidien d'une mère célibataire, et franchement, ça fait rêver qui en littérature? Absolument personne. Pourtant, ce livre est incroyable. Il est d'une poésie folle. La fin, je m'y attendais un petit peu, mais on pouvait pas mieux terminer en fait. Donc ça, je vous dis, je lis les 2 livres au mois de septembre. Qu'est-ce que je n'apprends pas fin septembre? Que dans le cadre d'un de mes cours, on va rencontrer Carol Five. Et là, moi, j'avais les yeux, mais énormes. Je me suis dit, oh putain, meuf, ton coup de cœur littéraire de l'année. Une fille dont t'avais jamais entendu parler, tu vas la rencontrer dans un mois. En plus, pour le coup, je me suis très très bien entendue avec elle. On a pu parler de ses livres pendant des heures et des heures et des heures, c'était trop bien. Et elle me dit, mais comment est-ce que t'as découvert mes livres? Parce qu'en fait, c'est un peu moi qui ai fait la propale à toute la classe, en mode lisez ces livres et tout, lisez ces livres, ils sont trop bien. Et du coup, je leur raconte cette histoire du vide-grenier. Et je lui dis, bah, pour être très honnête, je trouvais que le titre de Quelque chose à te dire était à chier. Et elle me regarde, elle me fait, oui, je suis complètement d'accord. C'est la nouvelle éditrice qui avait choisi ce titre pour rendre un peu plus commercial, etc. Donc, petite anecdote pour dire que ne vous laissez pas avoir par les titres, puisque parfois les titres sont pas ouf, alors que les romans sont incroyables, et les auteurs n'y sont absolument pour rien. Bref, on va peut-être poursuivre, même si je l'ai lu bien après, avec un autre livre de Carol Five, parce qu'en fait je les avais pas regroupés, mais je trouve que c'est beaucoup plus pertinent. J'ai lu aussi Le jour et l'heure. Pour le coup, j'ai un peu moins aimé, je le mets dans C'est ok. Pas parce que c'est mal écrit, bien au contraire, pas parce que l'histoire est pas intéressante, parce que ça aborde une thématique dont on ne parle jamais, en littérature ou même dans des films, mais j'ai été un peu moins sensible, c'était une plume un peu moins incisive, c'était plus lyrique, plus doux, et peut-être que c'est pas ce dont j'avais besoin à ce moment-là, mais je pense qu'il peut plaire à beaucoup de personnes. J'ai lu le 2e tome de La Mélodie de l'eau, qui s'appelle Berceuse. Disons que j'ai eu un peu plus du mal à passer au-dessus des erreurs de traduction et du fait que l'histoire est un peu niaise, un peu cliché, donc je dirais pas dans J'ai kiffé, je dirais dans C'est ok. J'ai les 2 derniers tomes
que je vais lire évidemment parce que ça me fait toujours kiffer de voir des sirènes. Si vous n'êtes pas fan et que vous êtes un petit peu exigeant, n'y allez pas. Vraiment, ne lisez pas ça. On arrive aux lectures que j'ai faites pour me mettre dans le mood d'Halloween. Donc lecture horrible sur lecture horrible, si vous êtes sensible à ça, passez un petit peu et allez directement aux lectures de Noël parce que là ça va être trash. J'ai lu La Doublure de Melissa d'Acosta qui a été une de mes meilleures lectures de l'année, un roman que j'ai adoré, que j'ai aimé tout autant que Tout le bleu du ciel. Alors évidemment c'est deux romans complètement différents. Tout le bleu du ciel c'est émouvant, ça va un petit peu dans le pathos, mais moi ça a très bien marché. La Doublure c'est incisif, glauque, tout ce que vous voulez, mais c'était absolument parfait pour me mettre dans l'ambiance. Si vous êtes un fan de Baudelaire, si vous aimez les trucs macabres au possible, lisez ce roman, c'est absolument splendide. On va suivre l'histoire d'un triangle amoureux dans le milieu de la peinture. Vraiment, il y a de l'argent au taquet, c'est un couple riche qui va embaucher une jeune femme pour, au début, être la secrétaire de la femme qui est peintre. Et puis au fur et à mesure, l'héroïne se rend compte que c'est pas complètement ça qu'on va lui demander. Je vais pas rentrer dans les détails. Après, le livre s'appelle La Doublure, donc je pense que vous pouvez à peu près comprendre ce dont il est question. C'était fou, c'était intelligent, c'était cinglant. J'ai adoré redécouvrir Melissa d'Acosta dans un univers complètement différent. Je vous le conseille, et d'ailleurs, dans ma pile à lire pour 2025, j'ai d'autres romans de Melissa d'Acosta. Donc là, on le met dans le parfum sur vin. En plus, pour le coup, l'ambiance de La Doublure et l'ambiance du parfum, c'est un petit peu la même chose. C'est glauque au possible. On passe ensuite à une œuvre de Jacques Chassex qui s'appelle Le Vampire de Ropraz. Alors c'est une œuvre que je saurais pas vraiment comment décrire. C'est très particulier. On va nous parler d'une légende de vampires dans un village. La religion est absolument omniprésente. Les gens ne font que s'épier, etc. Et il va y avoir des meurtres hyper sanglants qui vont avoir lieu. Et on va mettre ça sur le dos du vampire. Il m'a à la fois mis mal, ce roman, parce qu'il y a des trucs vraiment hyper glauques. Ça va dans les détails, il y a du sang, il y a des agressions et des mutilations qui sont vraiment atroces. Mais du coup, j'ai mis dans ma pile à lire de 2025 d'autres romans et d'autres œuvres de Jacques Chassex parce que je trouve, mine de rien, qu'il écrit bien. Peut-être que c'est juste l'histoire qui m'a pas forcément touchée, qui m'a pas forcément plu. Donc je vais mettre pas sûr de celui-ci. On passe ensuite à un roman que j'ai absolument adoré et qui est un peu dans la même vibes que La Doublure. Une ambiance assez glauque et malgré tout, ce monde un petit peu fabriqué sur des apparences, sur le luxe, sur la richesse, etc. Alors que derrière tous les personnages sont des énormes pourris. Ce roman, il s'agit du dîner de Hermann Koch. En fait, c'est littéralement tout ce que j'aime en littérature. C'est cynique au possible. C'est bien écrit. Le dîner, c'était Le Parfum sur vin. Et ça a fait du bien de lire des œuvres comme ça. Alors, il me semble que le roman date des années 2010, 2009, 2008. Donc, c'est de la littérature contemporaine. Je vous jure, c'est écrit comme un classique. Il y a la même façon de faire d'un détail un truc de fou. Vraiment parce que le dîner, c'est aussi ça. En fait, pendant longtemps, on te raconte juste le repas. Comment les gens vont se parler. Ce qu'ils vont commander à manger. Est-ce que telle personne regarde telle personne. Des trucs simples. Des détails. Dont, en réalité, les autres personnes du restaurant ne font pas attention. Et c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, les 4 personnages, donc les 2 couples, discutent entre eux, se mettent en scène et font semblant qu'ils parlent de quelque chose alors qu'en vrai, ils parlent de toute autre chose. Et ça, c'était fou. Vraiment, tu te fais balader. T'es quand même un petit peu alerte. Tu te dis, ah, ça c'est bizarre, ça c'est bizarre. Mais t'arrives pas tout de suite à faire le lien. Et puis quand tu fais le lien, tu fais, ah ouais, ah la dinguerie. Et ben ça, c'est ce qu'il me fallait. Et c'est ce que j'ai trouvé. Donc c'est trop cool. Ensuite, on a un recueil de pièces de théâtre d'Agatha Christophe qui s'appelle Le Monstre. Donc ça, c'est la pièce principale. Mais on a aussi 3 autres pièces qui sont tout aussi intéressantes. Comment est-ce que j'ai découvert ce recueil de pièces ? Tout simplement, je me baladais dans la bibliothèque. Et je me suis dit, bon Lia, tu kiffes le théâtre ? Est-ce que tu as lu une seule pièce de théâtre depuis le début de l'année ? Non. La réponse était non. Donc du coup, je me suis dit, je vais regarder un petit peu dans la sélection théâtre, ce qu'il y a, etc. Et donc je vois les grands Shakespeare, les grands classiques aussi du théâtre français, et je me dis, j'ai envie d'un truc qui change, j'ai envie d'un truc dont personne ne parle. Vraiment, j'étais dans mon délire, il faut que je découvre des pépites. Et j'ai bien fait. Parce que du coup, je tombe sur ce recueil. Alors, vraiment, la couverture était moche, encore une fois. Faites un truc vraiment avec les couvertures. La couverture était blanche, il y avait un espèce de liseré rouge.
Je me dis, bizarre, tu vois. Et je vois que déjà c'est une dramaturge qu'une femme. Je me dis ça peut être intéressant. Surtout que j'ai pas lu beaucoup de théâtre écrit par des femmes. Je me dis ça peut être cool. Donc je retourne le truc et je vois un petit peu les résumés de chaque pièce. Alors, des trucs un peu glauques, donc il y a l'histoire du monstre. On a aussi l'épidémie. Donc attention, ces pièces-là abordent des thématiques assez lourdes. La guerre, le suicide, etc. C'est balèze, faut avoir le cœur bien accroché, c'est sûr. J'ai lu les 4 pièces que j'ai absolument adoré. Alors c'est hyper particulier. Franchement, j'ai jamais lu rien de tel au théâtre. Je vous conseille vraiment de lire certaines de ces pièces. Alors évidemment suivant votre sensibilité parce qu'il y a des choses qui sont un peu hard comme j'ai dit. Mais j'ai jamais rien vu de tel. C'est intelligent, c'est décalé. Alors oui, parfois on comprend rien et c'est fait pour. Donc ça m'a donné envie de lire d'autres pièces de cette dramaturge. Donc en 2024, j'ai lu tout son répertoire de théâtre. Je vous parlerai pas forcément des autres pièces aujourd'hui, mais il y a une vidéo de prévu. Donc on peut mettre les 4 pièces dans J'ai kiffé, mais sachez qu'il y en a certaines autres de pièces qui sont pas dans ce recueil et que je mettrai littéralement dans le parfum sur 20. C'était trop cool, c'était une bonne découverte et parfois, faites comme moi, baladez-vous dans les rayons de la bibliothèque et retournez les livres un petit peu au hasard et vous pourrez trouver peut-être des pépites comme moi. On repart sur de la BD ou sur du roman graphique puisque j'ai lu le tome 1 des Combats Invisibles. Alors je ne me souviens plus du tout quel est le nom de l'auteur et de l'illustrateur. J'avais beaucoup d'attentes sur cette bande dessinée qui est destinée aux adolescents et qui aborde la thématique du harcèlement, du revenge porn, des violences, des agressions sexistes et sexuelles. J'ai été très très déçue parce que selon moi, ce roman graphique, au lieu d'ouvrir la parole et de proposer des clés concrètes sur ces sujets-là, est un condensé de beaucoup de raccourcis, beaucoup de jugements de valeur, de messages qui sont pas forcément en accord avec mes valeurs et ce que je pense. Et selon moi, c'est dommage qu'on mette en avant ce titre pour justement sensibiliser à ces sujets-là parce qu'il y a des titres qui le font bien mieux, qui le font avec beaucoup plus de bienveillance. Selon moi, il vaut mieux mettre un Nos plus belles années qui parle des mêmes sujets mais dans le cadre universitaire à des plus jeunes parce que selon moi, c'est beaucoup plus adapté. On peut donner ce roman à des lycéens, des lycéennes qui sont avertis. On passe aux 2 dernières lectures que j'ai faites pour Noël. On a d'abord la nouvelle de Caroline Peffer, Bretzel et chocolat chaud. Je vous ai fait notamment un short dessus récemment, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas aussi à aller le voir. C'est une romance FF, donc entre 2 femmes qui se passent en Allemagne. C'était plutôt mignon, c'est assez court, qui certes utilise des clichés de la romance de Noël, des ficelles qu'on connaît tous, etc. Mais c'est pas désagréable. C'est pas désagréable du tout. Pareil que pour l'effet boule de neige, c'est des romances de Noël qui ont conscience que ce sont des romances de Noël. Dans le sens où on va soit rire sur le fait que les situations en vrai n'ont pas beaucoup de sens, donc les personnages vont en rire, ou soit les personnages vont un petit peu détourner les clichés. Et ça, c'est ce que je trouve le plus intéressant finalement. Chose que n'a pas fait Noël est une arnaque de Tamara Baliana, que j'ai fini ce matin. Je vous ai parlé dans ma palle de l'hiver du fait que je voulais lire des romances de Noël pour me mettre un petit peu dans le mood. Et ben Noël est une arnaque, ça a été un flop. J'avais bon espoir parce que l'histoire se passait en Alsace. Alors c'est peut-être un des seuls points positifs. Parce que ça m'a rendu un petit peu nostalgique, vous savez, les marchés de Noël et tout, j'adore. La romance m'a gênée, on peut dire ça comme ça. Ça m'a gênée en fait, les moments pseudo de séduction, pseudo de on sait pas ce qu'on doit faire, etc. Mais en fait on fait quand même, parce qu'en fait je suis timide, mais en fait je suis pas timide. Ouais, c'est pas trop mon truc. Sinon, il y a une histoire de meurtre au plein milieu de tout ça, et moi je suis friande de ces histoires, des gens qui se prennent pour des détectives alors qu'ils ont aucune qualification et qui vont se mettre à mener l'enquête. C'est génial, j'adore les séries Netflix, j'ai adoré Meurtre au mode d'emploi, alors que c'est littéralement une ado qui va se mettre à enquêter sur une disparition, ça n'a dit que ni tête, mais au moins il y avait une vraie enquête. Par contre, vous me foutez pas une histoire de meurtre dans une romance, parce que déjà, pourquoi les gens vous pensez à vous pécho alors que quelqu'un est mort, et qu'en plus, tu es le flic qui enquête sur ce meurtre, et la meuf est la principale suspecte? À quel moment
vous vous émoustillez mutuellement, aucun. Tout ça pour qu'au final, l'histoire de meurtre passe complètement à l'arrière-plan pour la romance, qui, je vous le rappelle, me gêne atrocement. Là, pareil, on prend les lecteurs pour des benets, il y a vraiment zéro subtilité. Je vais vous faire quelques exemples puisqu'on est à la fin de la vidéo, donc si ça vous intéresse, je vous les donne. Les 2 premières pages de la romance, c'est littéralement le personnage principal, donc la fille, parce qu'on a un point de vue alterné en plus. Insupportable, les points de vue alternés, puisqu'il n'y a plus aucun suspense. La fille se demande si le mec l'aime, mais nous on le sait, puisqu'au chapitre d'après, le mec t'explique qu'il l'aime, mais qu'il ne sait pas si elle l'aime. Sauf que toi, au chapitre d'après, la fille te raconte qu'elle l'aime, donc suspense zéro. Donc les 2 premiers chapitres du point de vue du personnage féminin, elle explique sa personnalité et à peu près toute sa vie. C'est vrai que tout le monde fait ça. C'est vrai que tout le monde, dans sa petite tête, puisque c'est en narration, se dit « Ah non mais, moi je suis une meuf gentille, vous savez, moi j'ai toujours voulu aider les autres. » Surtout que la fille gentille, qui se dit qu'elle est gentille, la vérité, elle envoie des chasses à tout le monde, elle est insupportable avec son employé, elle parle mal à la meuf qui veut être amie avec elle, l'agent de police, vas-y que ça envoie des pics, mais il lui envoie pas de pics. S'il t'intéresse, pourquoi tu lui envoies des pics? Et le pompon, parce qu'encore, tu mélanges une histoire d'amour avec une histoire de meurtre. Ok, le mélange des genres, pourquoi pas? À quel moment une maladie mentale est un mobile pour tuer quelqu'un? Non mais vraiment. C'est-à-dire que j'avais plein de pistes dans ma petite tête, dans ma petite caboche, puisque la romance ne m'intéressait pas et qu'il n'y avait pas beaucoup de suspense. Donc je me suis dit, je vais mener l'enquête, tu vois. Donc je me fais des scénarios et au final, on me dit quoi? On me dit que c'est une personne que tout le monde soupçonne depuis le début. Pourquoi faire 400 pages d'enquête puisque Day One, tout le monde sait que c'est elle. Surtout que on n'a pas de mobile. Alors que littéralement, tous les autres suspects, la liste est longue, avaient tous un mobile. Enfin si, elle a un mobile. Le truc le plus con au monde. Et en plus de ça, on dit pas ouais elle l'a tué à cause du truc con. On dit ouais cette personne elle l'a tué parce qu'elle a une maladie mentale. Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on fait là? On explique donc qu'elle a une maladie mentale. Donc on part du principe que c'est ça le mobile. On n'explique pas comment elle l'a fait. On n'explique pas à quel moment elle l'a tué, comment elle a fait pour s'échapper. C'est-à-dire, on a trouvé des autres indices. Mais ces autres indices n'ont rien à voir avec la personne qui l'a tué. Il se trouve que il y a eu d'autres incidents dans le village. Des gens qu'on a essayé de faire taire. Des gens qu'on a essayé de tuer également. Et on ne sait pas comment cette personne l'a fait. On ne sait pas pourquoi cette personne l'a fait. Mais bon, c'est pas grave, puisque le flic et notre héroïne principale sont ensemble. Et qu'après tout, est-ce que c'était pas ça l'intérêt du roman? Alors pourquoi vous me foutez une enquête? Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Donc je pense qu'on peut mettre Noël est une arnaque 20 milieux sous les mers. Bref, on vient de passer en revue les 30 livres que j'ai lus cette année, plus ou moins. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos coups de cœur et quels sont vos énormes flops de l'année 2024. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous lire. En attendant, je vous souhaite une très bonne année, une bonne soirée et une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Salut!